Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débriefing de la cinquième session de l'affaire Armitage. Donc dans cette cinquième session, les personnages ont pu avoir un petit peu de répit. Euh, nous avons pu, Pencroft a pu sortir de prison grâce à l'aide de sa mère et de Madame Pickman. Et Madame Crimson a pu aussi sortir du sanatorium. Donc ils ont pu reprendre leurs enquêtes. Donc si on jette un petit coup d'œil à la structure que je vous avez déjà présentée, on est, comme je vous avais annoncé, dans la partie soulagement, hein, c'est-à-dire dans cette séquence, les enquêteurs reçoivent une aide, les remettant sur le chemin de la victoire. Donc ils ont pu se sortir, en tout cas momentanément, des soucis, hein, de la prison, du sanatorium. Ils ont pu aussi s'emparer de la fameuse boîte rouge et ils ont pu la brûler. Donc voilà, les choses avancent pour eux, ils ont pu avancer et conclure certaines choses. Mais quand on voit ce qui suit, donc on a la vérité enfin dévoilée, ça on l'a eu aussi. Donc là je relis un peu ce qui est décrit, la vérité enfin dévoilée, les enquêteurs apprennent enfin ce qui se trame, et c'est bien pire que ce qu'ils imaginaient. Donc ça, c'est un des éléments qu'ils ont pu avoir après avoir brûlé la boîte, c'est de se rendre compte que le livre, que ça ne suffirait pas, hein, pour échapper à ce livre, que ce livre, Les larmes d'Azathoth, est potentiellement déjà dans la tête des uns des autres. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette réflexion d'Aurora Crimson sur le fait que voilà, elle est peut-être aussi, elle va être peut-être amenée aussi à être éliminée par ses amis, si on veut que ce livre ne soit jamais écrit, chose qui a été aussi soulevée par Dorothy Perlman. Euh, Là, on voit que ce qui suit, hein, la séquence qui suit, c'est face à l'horreur. Face à l'horreur, donc là, il s'engage dans un affrontement, allant s'amplifiant avec les forces du mal, ce qui restaure un semblant d'ordre. Donc ça, c'est un peu le cliffhanger sur lequel on s'est arrêté dans cette session 5. Hein. Là, le personnage, donc Pencroft, est allé dans cet entrepôt, là où, d'après les lettres, il est censé trouver la mort d'une façon assez terrible. Et il y a quelqu'un dans cet entrepôt obscur. Et donc il va y avoir cet affrontement, il va y avoir aussi une confrontation à cette horreur. On verra quelle forme ça prend. Je vous rappelle que dans la préparation de ce document, j'avais décidé de faire de cette usine un repère, hein, de la grande race de Yit. Donc voilà, ça va être un peu lié à tout ça. Ils vont être confrontés à des choses, en tout cas à consonance surnaturelle. Et donc on verra ce que ça donnera s'il arrive à survivre dans ce contexte-là. Ça me permet aussi de passer au personnage d'Edward Derby Pickman, qui est évoqué à plusieurs reprises. Le personnage de Miller, qui est le tuberculeux qui est dans le sanatorium, qu'ils avaient déjà rencontré auparavant, euh, reparle à Aurora Crimson de ce Pickman. Hein, c'est elle, je crois, qui amène le sujet sur le tapis. Non, c'est lui qui lui dit qu'il est mort aussi dans ce sanatorium. Mais je crois que c'est elle qui, oui, c'est ça. Elle lui parle du poème et donc ça, ils en viennent à parler de cela. Et donc cet Edward Derby Pickman, je l'ai emprunté bien sûr à Lovecraft. Hein, c'est un des personnages, c'est le personnage principal de La chose sur le seuil. On dit aussi des fois sur le monstre sur le seuil. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui présente des caractéristiques similaires à ce que peut vivre actuellement Madame Crimson, puisque c'est un personnage qui perd le contrôle de son corps, hein, qui est possédé par quelqu'un d'autre. Et l'issue de cette nouvelle, c'est la mort, hein, tuée par son ami. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Eugénie a repris cette information par la suite euh, pour l'intégrer aussi à son personnage, puisqu'elle est dans cette situation-là également. Et
elle s'interroge sur quel va être son destin. Euh, Cette histoire de destin, j'y reviendrai un petit peu après, c'est quelque chose qui est assez central, je pense, dans Lovecraft en général, et puis qui je pense, est aussi abordé dans cette campagne. Voilà, donc au niveau de la structure, on en est là, on en est à bientôt à la fin du déroulement donc, de ça, sachant que là, ils sont repartis sur une autre piste, hein, ils ont terminé toute la piste Kittrell. Il y a eu un petit moment peut-être d'hésitation, de flottement au niveau du sanatorium, avant qu'ils se redécident sur une piste. Et donc ils sont partis sur la piste de la pension Callahan, de Will Moran et de l'usine. Donc voilà, on va voir un petit peu où ça les mène. Au niveau du tempo de la campagne, euh, là j'ai pas réintroduit de document cette séance-là, mais je le ferai dans la séance prochaine, le cinquième document, puisqu'il va amener aussi des nouveaux éléments, il va amener une nouvelle menace sur un des investigateurs. Et donc voilà, ça se sera introduit par la suite, tout pour toujours garder ce rythme et puis cet apport d'informations qui peut rentrer en résonance avec ce qu'ils ont déjà vécu et étudié. Au niveau donc donc l'utilisation de ce personnage de Pickman nous permettrait de tirer un lien, de tresser un lien avec l'œuvre de Lovecraft, hein. Et puis donc c'est cet ami, hein, qui tue Edward Pickman dans la nouvelle, c'est Daniel Upton, c'est le narrateur dans La chose sur le seuil. Donc voilà, ça permet de créer des ponts. Il y avait déjà des ponts qui avaient été créés dans l'abîme du temps, notamment avec l'horreur de Dunwich, à travers le personnage d'Armitage. Voilà, donc je continue à essayer d'ancrer l'histoire dans les nouvelles, dans l'univers créé par les nouvelles de Lovecraft, pour que ça puisse entrer en résonance avec certains thèmes de la campagne. Au niveau donc du petit passage sur le crématorium, je voulais m'arrêter là-dessus, puisque j'ai pu bénéficier des apports de la campagne à ce niveau-là, hein, puisque quand ils arrivent au crématorium, j'ai pu en faire une description assez facile, parce que je rappelle qu'il y a toute une banque de descriptions qui est proposée dans la campagne, notamment, donc là par exemple sur le crématorium, j'avais le choix entre deux descriptions, la description neutre et la description sinistre. Il est bien évident que j'avais une petite préférence pour la description sinistre. La description neutre, c'était: les toits d'un agréable édifice de forme rectangulaire sont couverts de bardeaux d'argile. Les murs nettoyés de frais aux briques couleur sable apaisent les yeux. Une simple cheminée discrètement encastrée à bout de l'édifice indique la nature du lieu. Alors que donc la description proposée pour la version sinistre: une cheminée de briques déformées jette une ombre morbide sur un parking de terre battue. Les bouleaux, tachés par la sombre poussière de suie, adoptent des poses grotesques sous leurs rameaux clairsemés. Des colonnes encrassées soutiennent un préau ombrageant une cour intérieure. Des vitraux décrivent les anciennes souffrances de guerriers saints forcés à la purification dans les flammes des brutaux rois païens. Donc je ne l'ai pas réutilisé tel quel, hein, je me suis inspiré, j'ai pris des éléments dedans, mais voilà, les éléments un peu originaux, marquants sont déjà là. Je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est assez utile de proposer ça, ce type de banque de description, parce que c'est pas toujours facile d'improviser des descriptions intéressantes en jeu, et donc là il y a une bonne base, il faut juste penser à aller les chercher au bon moment, et donc avoir un petit peu en tête l'ensemble des lieux qui sont décrits, ou en tout cas les repérer auparavant si jamais ils sont évoqués par les joueurs. Je voulais terminer ce petit débriefing sur, sur cette histoire de destin, de fatalité, de désespoir. C'est quelque chose qui est associé à l'œuvre de Lovecraft, hein. On dit souvent que les héros sont un peu prisonniers de la fatalité, du destin. On retrouve cette thématique ici dans l'affaire Armitage, puisque tous les éléments qui sont dans les lettres, ça les joueurs l'auront compris, c'est que ce sont des éléments qui sont à venir, hein. Ces lettres, elles viennent du futur, elles les informent de ce qui va se passer. Et donc, quelle prise ont-ils là-dessus? Et moi, je trouve que c'est assez intéressant, après, de voir que les joueurs
s'implique de telle façon dans l'histoire qu'on on en vient finalement à mettre en scène les éléments qui sont dans les lettres. Hein, c'était déjà le cas avec la rencontre sous le porche avec Kittrell, qui est évoqué dans la première lettre et qui a eu lieu assez rapidement dans la campagne. Voilà, l'idée c'est d'essayer de le faire naturellement, on va dire, de ne pas forcer trop la main, mais essayer d'arriver en tout cas, à approcher ces scènes-là et de voir quelles sont les différences avec ce qui est écrit dans les lettres. Puisque on reste dans un jeu et il ne s'agit pas de reproduire à l'identique ce qui est décrit là. L'idée c'est d'y retrouver suffisamment de références et suffisamment de ressemblances pour que ce soit troublant pour les personnages et qu'ils puissent avoir ce sentiment d'être enfermés dans cette fatalité, dans ce destin qui les amène à chaque fois aux endroits où ils doivent être. Alors là, je pense qu'il y a aussi le Play to Lose hein, de Mass hein, qui s'arrange pour arriver dans cet endroit où il est censé mourir. Je pense qu'il défie un peu, son personnage défie un peu le destin. Il est en cohérence d'ailleurs avec son personnage, hein, qui est un personnage qui fuit l'ennui, et donc quoi de mieux que d'aller se confronter à éventuellement sa propre mort. Voilà, donc mais là ça se fait vraiment en complicité avec les joueurs. Je pense que d'autres profils de joueurs seraient peut-être plus enclins à prendre plus de précautions ou à éviter explicitement ces lieux. Mais justement, toute la campagne joue avec ça, joue avec le fait de est-ce qu'il faut empêcher ces événements d'arriver, est-ce qu'on peut empêcher ces événements d'arriver, dans quelle mesure on doit le faire, est-ce que le fait d'agir ne va pas enclencher aussi certains événements. C'est ce que c'est ce que j'ai voulu mettre en place aussi avec le policier qui vient présenter les livres récupérés chez Kittrell à Armitage. On peut imaginer que ces livres de sorcellerie, Armitage donc a pu les consulter, a pu prendre connaissance de leur existence de par la police. Il a pu apprendre leur existence parce que justement Kittrell est mort. Et peut-être que c'est ça qui va engendrer sa folie et par la suite. Quoi. Ça peut être une explication. En tout cas, je me laisse la porte ouverte là-dessus pour la suite. Voilà, donc là, on est vraiment aussi dans ce paradoxe des scénarios qui tournent autour du mythe de Cthulhu et de Lovecraft. C'est jouer, c'est faire des choix. Et dans Lovecraft, on peut parfois avoir l'impression que les personnages, les protagonistes sont enfermés dans un certain schéma. Donc toute la difficulté ici, c'est de donner suffisamment d'agentivité aux joueurs pour qu'ils n'aient pas ce sentiment-là, mais qu'en même temps ils ressentent ce poids de la fatalité, du destin, et de quelque chose qui les dépasse, qui les échappe, qui leur échappe. Et puis cette notion aussi qu'on retrouve à plusieurs moments dans la campagne, que le temps n'est qu'une illusion, hein, et que le passé, le futur, que tout ça est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en penser naturellement. Donc voilà, c'est une petite capsule assez courte là-dessus sur cette 5e session. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur les différents réseaux ce que vous voulez que j'aborde dans ces capsules, si vous voulez que je revienne plus sur les préparations des documents ou s'il y a d'autres considérations que vous voulez que j'aborde ou plus au niveau du système. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance hein, que je vais bientôt enregistrer et qui ne saurait tarder d'arriver ensuite sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée.